Il y a des films qu'on oublie, et il y a ceux qui ouvrent des portes vers des univers complets. En 1994, Roland Emmerich sort Stargate, la porte des étoiles, un film de science-fiction que peu de gens avaient vu venir. Un colonel brisé par la mort de son fils, un linguiste qui déchiffre une énigme vieille de plusieurs millénaires, et une force extraterrestre qui se fait passer pour des dieux auprès d'une population retenue captive à des millions d'années-lumière de la Terre. Sur le papier, c'est un pari, un vrai. Le concept est ambitieux, coûteux, et loin d'être un succès annoncé. Et pourtant, le film va trouver son public. Assez pour que 3 ans plus tard, l'histoire bascule à la télévision et nous offre l'une des sagas les plus marquantes des années 90 et 2000. En fait, je l'écoute surtout sur cassette. Et il me racontait pas la fin. Oui, aujourd'hui, je vous propose de voyager à travers les petits secrets, les grands plans marketing remplis de Goa'uld, de chevrons et de hiéroglyphes. Et nous allons nous poser une question qui fâche. L'univers de Stargate a-t-il été trahi par toutes ces adaptations? Alors attachez vos ceintures, lâchez votre meilleur pouce en l'air, c'est parti pour une vidéo pleine de pyramides. Parce que Stargate, c'est avant tout une idée presque trop simple. Une porte trouvée dans le désert, recouverte de symboles, capable de relier 2 mondes. Enfin voilà. Mais au début des années 90, Roland Emmerich n'est pas encore le réalisateur d'Independence Day. C'est un cinéaste allemand installé aux États-Unis qui cherche à s'imposer à Hollywood. Il a déjà travaillé avec le scénariste David Devline sur Universal d'ailleurs en 92. Alors le film a bien marché, mais l'expérience a laissé des traces. Devline, frustré par le manque de contrôle sur son script, s'est juré qu'il ne serait plus seulement scénariste. S'il veut protéger ses idées, il doit être producteur. Et à partir de là, chaque projet doit être pensé comme un duo. Devline écrit et produit, Emmerich réalise. Tous deux sont attirés par les récits à grande échelle, les catastrophes, les mythes, les menaces planétaires. Ils aiment les concepts visuels très forts, les images qui marquent immédiatement. Stargate correspond parfaitement à ce qu'ils cherchent tous les deux. Un film d'aventure moderne, avec un mystère archéologique, une technologie ancienne et une ouverture vers l'inconnu. L'idée centrale est efficace. Et si les pyramides n'étaient pas simplement des tombeaux, mais des machines? Et si les dieux de l'Égypte ancienne n'étaient pas des divinités, mais des visiteurs venus d'ailleurs? À ce stade, c'est un scénario unique, construit autour d'un contraste très simple. L'Égypte antique mène à l'espace, et un soldat va explorer aux côtés d'un prof d'université. Malheureusement, le moins qu'on puisse dire, c'est que le projet prend forme dans un contexte industriel très délicat. Au début des années 90, Hollywood mise surtout sur des suites ou des licences bien établies. Un film original de science-fiction à plus de 50 millions de dollars, ça reste très risqué. Pourtant, le projet Stargate entre dans l'orbite de Carol Code Pictures, connu pour avoir produit des blockbusters comme Terminator 2 ou Total Recall. Malheureusement, la société connaît de graves problèmes financiers. Et le salut va venir du pays du fromage qui pue. Studio Canal, le bras armé de la chaîne payante française, va injecter des fonds dans le projet et lui permettre d'avancer. Pour le casting, Dean Devline veut Kurt Russell. Pas par caprice, mais parce que son nom rassure et pèse à l'international. Une star doit aider à sécuriser le projet. Le problème, c'est que Kurt Russell ne dit pas oui. Il refuse même plusieurs fois. Devline racontera plus tard que la raison était presque absurde. Kurt Russell avait reçu le mauvais scénario, un brouillon très ancien qui n'aurait jamais dû circuler. Alors quand il tombe enfin sur la version de tournage, il comprend que ce n'est pas le même film et il accepte. Mais respect à Toutankhamon, du con. En face de lui, Daniel Jackson doit jouer la clé intellectuelle du récit. C'est l'acteur James Spader qui va lui donner ce mélange d'obstination et de fragilité qui va rendre plausible l'élément le plus improbable du film. La porte ne s'ouvre pas par la force, elle s'ouvre parce que quelqu'un comprend des symboles. Mais Spader traîne aussi derrière lui une réputation de diva. Il ira jusqu'à refuser de sortir de sa loge tant que certaines de ses scènes ne sont pas retravaillées, au point de provoquer la colère de ses partenaires. Et puis pour jouer les méchants, le réalisateur veut s'éloigner des habituels vilains à gros bras. Non, il veut une posture plus androgyne. Jay Davidson, remarqué dans le film Crying Game, est donc choisi pour incarner Ra. Mais l'acteur n'a aucune envie de jouer dans un blockbuster. Il demande donc un cachet d'1 million de dollars, persuadé que la somme est tellement élevée qu'elle poussera la production vers un autre choix. Peine perdue, les financiers acceptent, il sera bien au casting. Et il faut maintenant donner vie à Abydos et ses pyramides. Surprise, le plateau est installé très loin de l'Égypte, en Californie et dans les environs de Yuma, en Arizona. C'est un animal domestique. L'élément central, c'est évidemment la porte elle-même. Le modèle de tournage est massif, Elle mesure près de 7 mètres pour un poids de 5 tonnes. Et l'un des principaux défis, c'est de rendre le vortex parfaitement crédible.
L'équipe de Jeff Gleiser va chercher à lui donner un effet organique, et pour cela, ils vont filmer des mouvements d'eau après des projections dans une piscine. L'ensemble sera entièrement repris numériquement pour être intégré en post-prod. Même chose pour les casques mobiles des soldats Goa'uld. Les séquences de morphing sont réalisées image par image. Mais les acteurs portent tout de même de gigantesques couvre-chefs qui masquent quasiment entièrement la vue et leur donnent cet aspect rigide lorsqu'ils se déplacent. Le film est donc sur de bonnes rails, mais il lui manque encore un distributeur. Studio Canal s'efforce de trouver des partenaires dans chaque pays, et finalement, c'est la MGM qui accepte de s'occuper du marché américain. Et quand Stargate sort enfin en octobre 1994, le film surprend tout le monde. Les critiques sont divisées, mais le public va suivre. Ce n'est pas un phénomène générationnel à la Robocop, mais c'est un succès suffisant pour déclencher la machine à produits dérivés. Et là, on entre dans une zone très étrange. Les jouets sont fabriqués par Hasbro, mais commercialisés sous la licence Studio Canal. Visuellement, la gamme rappelle immédiatement ce que faisait Kenner sur Jurassic Park. Des personnages très musclés, des couleurs très saturées, des accessoires très accentués. On est clairement dans une esthétique action figure typique du milieu des années 90. Très proche de l'ADN militaire à la mode à l'époque. Le buggy en est la preuve la plus concrète. Il s'agit en grande partie d'une réutilisation d'un véhicule issu de la gamme G.I. Joe. Nouvelle peinture, nouvelle licence, une pratique industrielle classique chez Hasbro pour réduire les coûts et accélérer la mise sur le marché. Et dans la même optique, on pourra voir le personnage de O'Neill intégré dans des visuels promotionnels de Jurassic Park 2 en 97. Un croisement qui montre à quel point les gammes et les catalogues des années 90 fonctionnaient en réseau. On est dans une logique industrielle où les frontières entre les univers sont moins étanches qu'on pourrait le croire. Et pourtant, malgré cette mécanique bien huilée, les jouets Stargate ne vont pas vraiment rencontrer de succès. La raison est très simple. Le film n'est pas conçu pour un jeune public. Il traite de deuil, d'esclavage, de faux dieux, de colonisation interplanétaire. Ce n'est pas une aventure familiale ni un dessin animé du samedi matin. Les enfants peuvent être attirés par les figurines, mais l'univers n'est pas calibré pour eux. Un jeu vidéo sur Super Nintendo finira par suivre en 95, mais là encore, il ne marquera pas grand monde. La logique voudrait donc qu'on parle immédiatement d'une suite au cinéma. C'est d'ailleurs l'idée initiale du côté de Roland Emmerich et de Dean Devlin, un projet de trilogie, explorer d'autres civilisations, d'autres planètes reliées par la même technologie, prolonger l'arc à grande échelle. Mais l'industrie va en décider autrement. Parce que le partage des droits du film est particulièrement complexe, et c'est finalement MGM qui se retrouve en position d'exploiter l'univers. Au milieu des années 90, la télévision américaine est en pleine mutation. Le câble cherche des séries ambitieuses, capables de rivaliser avec le cinéma. Et la science-fiction commence à trouver sa place sur des chaînes comme Showtime. Alors en 96, le projet prend une nouvelle direction. Ce ne sera pas une suite sur grand écran, ce sera une série télévisée qui prolongera directement les événements du film. Deux nouveaux noms prennent les commandes créatives, Brad Wright et Jonathan Glassner, et leur mission va être particulièrement délicate. Respecter le film, tout en transformant un récit fermé en un univers extensible. La chaîne Showtime s'engage en commandant 2 saisons complètes, soit 44 épisodes. C'est massif, et pour une série de SF qui n'a pas encore diffusé une seule image, c'est un signe de confiance très rare. Mais le message est clair, Stargate ne sera pas une mini-expérience, ce sera un pilier de leur grille. Le tournage commence en février 97, principalement à Vancouver. Oui, le Canada devient rapidement le nouveau terrain de jeu de la franchise. Des décors naturels, des coups maîtrisés, un studio adapté à des tournages très longs, la série doit produire vite, beaucoup et régulièrement. Et un choix va redéfinir toute l'identité du programme. Le casting de Jack O'Neill. Kurt Russell ne souhaite pas reprendre le rôle. Alors, Richard Dean Anderson, toujours associé à l'image de MacGyver, est approché. Il accepte, mais il pose une condition. Sa version du colonel O'Neill ne doit pas être une copie du film. Elle doit être plus détendue, parfois presque sarcastique. Vous n'avez jamais songé à raconter vos exploits dans un bouquin? Oh, ça me tente bien, si. Mais ce qui me gêne, c'est d'avoir à éliminer tous ceux qui l'auront lu. Non, je plaisante, mon général. Et surtout, il souhaite partager l'affiche avec une équipe d'explorateurs. Fini le héros solitaire des années 80. Et l'une des grandes différences, c'est que la porte ne mènera plus uniquement sur la planète Abydos, mais elle offre une infinité de possibilités grâce à un nouveau chevron. Dès l'épisode pilote, la transition est posée. L'armée est obligée de reprendre le programme Stargate après une tentative d'invasion. Le projet est structuré, les missions deviennent récurrentes, et l'équipe est désormais SG-1. Alors, la série conserve l'architecture du film, la porte, les chevrons, les Goa'uld, mais elle transforme aussi l'histoire en mécanique. Chaque épisode devient une mission, chaque planète devient une variation. Et puis, un nouveau personnage va cristalliser à lui seul le basculement entre le film et l'univers télévisuel. Teal'c,
Interprété par Christopher Judge, il devient immédiatement plus qu'un simple membre de l'équipe, il est le premier Jaffa à avoir trahi son dieu. Et ce choix change tout. Dans le film, les gardes de Ra sont des silhouettes muettes, presque mécaniques, alors qu'avec Teal'c, la série humanise les Jaffa. Elle transforme des soldats anonymes en individus capables de douter, de réfléchir, de se rebeller. Son ralliement à O'Neill n'est pas un retournement spectaculaire, c'est un acte moral. Il choisit la liberté pour son peuple. Je n'ai nulle part où aller. Je peux vous emmener là d'où je viens, mais dépêchez-vous! Et Teal'c va devenir la passerelle entre deux mondes. C'est un ancien guerrier, un ancien esclave, mais aussi un extraterrestre intégré à l'armée américaine. Son regard posé, ses silences, ses phrases courtes donnent à la série une gravité que le ton plus léger d'O'Neill parvient à équilibrer. Désolé monsieur, je ne savais pas que... Narrativement, il permet d'élargir la mythologie, parce que grâce à lui, les Goa'uld ne sont plus seulement des antagonistes, ils deviennent un système politique, religieux, culturel. Et c'est là qu'on comprend que la série n'est plus seulement la suite d'un film, elle a trouvé son cœur. Pour le reste du casting, Daniel Jackson revient sous les traits de Michael Chunks, et il devient la conscience de l'équipe, celui qui rappelle qu'une planète n'est pas seulement une mission, c'est une civilisation. Vous vous inquiétez pour elle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je m'inquiète pour elle, c'est mon amie. Lâchez-moi. Daniel, vous n'avez pas à vous inquiéter pour elle. De quoi vous parlez? Je parle de Samantha, petite ordure, alors arrêtez de lui tourner autour. D'accord. À ses côtés, on trouve Samantha Carter, et ce n'est pas simplement la scientifique du groupe. Non, ce n'est pas une décoration. Elle est officier de l'US Air Force, et surtout le cerveau opérationnel. Quand la porte dysfonctionne, quand la physique se retourne contre eux, quand un plan tombe à l'eau, c'est elle qui transforme une impasse en solution. Et à la fin des années 90, c'est aussi une image forte. Une femme au centre d'une série SF militaire, compétente, écoutée, indispensable, c'est plutôt rare. Au-dessus d'eux, on trouvera le général Hammond. L'acteur John Davis lui donne une autorité presque paternelle, mais jamais molle. Le plus drôle, c'est qu'avant Stargate SG-1, il avait joué les doublures dans MacGyver. Ici, c'est tout l'inverse, il n'est plus un remplaçant invisible, mais il tient la base, il arbitre, il couvre son équipe et empêche le programme Stargate de devenir une simple machine stratégique. En France, la série va faire ses débuts en 98 sur Série Club, avant de devenir l'un des piliers de la trilogie du samedi sur M6. Elle y sera diffusée quasiment sans discontinuer pendant près de 10 ans. Dès ses débuts, SG-1 s'installe comme une série d'exploration militaire très lisible. Une base, une équipe, une porte, des missions. La saison 1 joue beaucoup sur la carte Nouveau Monde, Nouvelles Règles, parce qu'il faut d'abord rendre le format viable à la télévision. Et puis, très vite, elle comprend que son carburant n'est plus seulement la découverte, mais la continuité. Et c'est là que les saisons 2 et 3 changent la sensation de l'univers. Les Goa'uld cessent d'être des antagonistes isolés, mais deviennent un système, avec des rapports de force, des retours d'ennemis, des conséquences. La série commence à récompenser le spectateur fidèle, ce qui arrive sur une planète peut revenir des mois plus tard. Ça n'a l'air de rien, mais c'est précisément ce qui transforme un concept de film en mythologie de série. Les réplicateurs, les Asgardiens, de nouvelles races apparaissent. Et le succès est tel que l'armée américaine accepte de collaborer à la production en prêtant des hommes et du matériel. Je ne suis pas un expert en la matière, mais je me souviens quand même assez bien d'un commandement. Je crois que c'est le premier. Oui, je le connais, c'est celui qui dit aucun autre dieu tu ne chériras, c'est ça? Bon, alors c'est pas le premier. Et puis arrive un grand basculement. À la fin de la saison 5, Daniel, exposé à une dose mortelle de radiation, disparaît pour rejoindre un nouveau plan de conscience. Une jolie formule pour expliquer que Michael Chunks, en désaccord avec la tournure que prend son personnage, a décidé de ne pas prolonger son contrat. Et justement, au même moment, la série vit un changement industriel majeur. Après 5 saisons sur Showtime, elle passe sur Sci-Fi en 2002 et obtient le double de son budget. La même année sort aussi Stargate Infinity, une série animée produite sans implication directe des équipes créatives de SG-1, dont le concept change radicalement. On suivra une équipe d'adolescents accompagnée d'un ancien membre du programme Stargate en cavale à travers la galaxie. Le ton est plus simple, plus coloré, on est loin du mélange militaro-scientifique de la série live. Le problème, c'est que le public cible n'est pas le même. Les fans de SG-1 ne se reconnaissent pas dans cette version allégée, et les plus jeunes n'ont pas forcément l'attachement à l'univers d'origine. Résultat, une seule saison de 26 épisodes, la série ne sera jamais intégrée officiellement dans la continuité principale, et les producteurs et les fans de SG-1 vont prendre leur distance avec ce spin-off. Mais revenons à la série principale. Pour sa première saison sur son nouveau réseau, elle va faire un choix très malin, ne pas remplacer Daniel par un clone, mais introduire un nouveau regard sur l'univers. Ce visage, c'est Jonas Quinn, interprété par Corinne Nemec. Avant Stargate, il s'était fait connaître avec Parker Lewis. On en a déjà parlé il y a quelques semaines, le lien est dans la description. Et dans SG-1, il arrive avec une énergie très différente. Il est plus enthousiaste, plus spontané, parfois presque émerveillé.
Jonas est un scientifique, un esprit brillant, mais aussi quelqu'un qui découvre la galaxie comme on découvre un secret beaucoup trop grand pour soi. Narrativement, son rôle est clair. Maintenir l'équilibre de l'équipe quand Daniel n'est plus là. Et il sert aussi à rappeler une chose. La porte n'est pas seulement un outil militaire, c'est un choc culturel permanent. Malheureusement, Jonas disparaît lors de la saison suivante pour une raison simple. Daniel revient. Michael Shanks réintègre l'équipe principale et la série revient à sa dynamique, même si personnellement, je préférais vraiment notre Parker Lewis. Vous avez des références? Je vous ai capturé. Oh, c'est vrai. Excellente expérience. Vous êtes engagé. Vous commencez lundi. Oui, je vous embauche. Mais ce n'est pas tout. Le final de la saison 7 sert aussi de rampe de lancement à Stargate Atlantis. Autrement dit, la série n'évolue plus seulement par ses saisons, mais par sa capacité à engendrer des mondes parallèles. Et le ton change légèrement. Là où SG1 repose sur une structure militaire bien établie, Atlantis mise davantage sur l'exploration isolée, la survie loin de la Terre, et une nouvelle menace, les Wraiths. La série garde l'ADN Stargate, avec la porte, les anciens, la mythologie, mais elle installe un nouveau décor avec une cité technologique perdue au fond d'un océan. C'est que les temps changent. Dans la saison 8, nouvelle mutation, Richard Dean Anderson réduit sa présence, ce qui oblige l'écriture à s'adapter. Certaines intrigues se construisent autrement, certains épisodes se réorganisent autour de qui est disponible et surtout quand. Vous savez, je regrette, mais j'ai un léger petit problème d'arthrose au genou. Ah oui, oui, ça va mieux. Et puis, finalement, le colonel O'Neill quitte l'équipe à partir de la saison 9. Ses apparitions deviendront alors des événements. Même Teal'c va changer de style, en se laissant pousser les cheveux. Ce jeune homme avait effectivement mis son clignotant. C'est donc vous qui êtes responsable du sinistre. Une demande de son interprète Christopher Judge, lassé de se raser le crâne depuis presque 10 ans. La série profite donc de tout ça pour changer de chapitre. Nouvelle menace centrale, avec les Ori, une tonalité plus religieuse et plus sombre, et surtout une reconfiguration du casting principal avec l'arrivée de Ben Browder. Mais soyons clairs, pour beaucoup, SG1 a fait le tour. Alors finalement, la série originale s'arrête après 10 années de bons et loyaux services. Alors, le public est toujours là, les fans se mobilisent, et Sci-Fi continue l'aventure avec 3 directs ou vidéos. La marque Diamond Select proposera même des figurines à destination des collectionneurs. Mais pour Atlantis, c'est autre chose. Les financiers en viennent à comprendre qu'une nouvelle série coûterait beaucoup moins cher qu'une saison 6. La décision est prise de couler Atlantis et de lancer Stargate Universe. Le concept est simple mais brutal. Un groupe de civils, de militaires, de scientifiques se retrouve bloqué à bord du Destiny, un vaisseau ancien lancé des millions d'années auparavant. Plus de bases terrestres confortables, plus de retours fréquents au SGC, la porte est toujours là, mais elle est désormais un outil de survie. Visuellement, la série change tout. Les caméras sont plus nerveuses, la lumière est plus froide, l'ambiance est claustrophobe, le ton s'éloigne clairement du mélange action-humour de SG1, pour aller vers un registre plus dramatique, inspiré par les grandes séries de science-fiction à tension de la fin des années 2000. Malheureusement, la réception est, contrastée. Le pilote attire une audience solide au départ, mais très vite, une grande partie des téléspectateurs historiques se montrent déstabilisés. Certains fans reprochent à la série de s'éloigner de l'ADN Stargate. Moins d'humour, moins d'exploration structurée, plus de conflits internes. Alors après plus de 390 épisodes cumulés, la porte des étoiles s'éteint. Et franchement, c'est presque un miracle qu'elle ait tenu aussi longtemps sans qu'un comptable du Pentagone vienne à débrancher la prise en disant « Bon, ça va, c'est fini les sorties scolaires intergalactiques ». À quoi est-ce que vous jouez? On ne m'interrompt pas en plein milieu de mon swing. Parce que Stargate, c'est aussi ça. Un film série en 94 qui devait devenir une trilogie et qui finit en série télé où des gens passent leur vie à courir dans des forêts canadiennes en criant « Fermez l'iris !» comme si c'était une porte de garage. Et c'est justement là que ça devient beau. Le passage du film à la série, c'était l'endroit parfait pour tout gâcher. Avec un nouveau casting, un nouveau ton, une nouvelle mécanique. Le genre de transition qui transforme souvent une idée forte en produit tiède. Sauf que SG1 a fait l'inverse. Elle a pris le film, l'a démonté et l'a reconstruit en machine à aventure. Avec ses codes, ses habitudes, ses répliques, ses running gags, et cette capacité rare à être à la fois très bête et étonnamment émouvante. Ensuite, la franchise a continué comme toute grande civilisation, en se divisant. Atlantis, Universe, un dessin animé que tout le monde préfère oublier. Et oui, parfois on a eu l'impression qu'ils appuyaient sur des boutons au hasard en espérant que ça ouvre une porte vers l'audience. Mais ont-ils tout gâché? Je pense que non. Ils ont fait pire. Ils ont tout essayé. Ils l'ont modernisé, ils ont changé la forme, ils ont survécu à l'usure. Alors oui, forcément, à force de voyager, on finit toujours par tomber sur une planète où l'ambiance n'est pas terrible. Les forêts extraterrestres étaient un peu toujours les mêmes. Mais même dans ces ratés,
Stargate n'a jamais perdu son truc. Cette idée absurde et géniale qu'un cercle de métal peut être plus excitant qu'un vaisseau spatial. Et si vous voulez la preuve que rien n'est vraiment terminé, fin 2025, une nouvelle série Stargate a été annoncée en développement. Parce qu'à Hollywood, une porte ne s'éteint jamais, elle attend juste qu'on retrouve le bon symbole. Voilà, j'espère que cette vidéo pleine de nostalgie vous a plu. Comme d'habitude, elle a besoin de vous pour traverser la porte du succès, alors partagez-la, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également booster la vidéo si vous êtes sur mobile ou sur tablette, ça nous permet d'atteindre les tendances. Et si les petits secrets des grandes séries de notre enfance vous intéressent, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur la playlist des dernières vidéos sorties. Je suis sûr que vous y trouverez votre bonheur. Quant à nous, on se retrouve très vite, et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants.